Voilà, donc nous nous retrouvons pour la suite de cet après-midi de visioconférence dans le cadre de la sixième semaine du climat. On a eu une petite difficulté technique lors de la première visio, donc on a un léger décalage, hein, donc excusez-nous de ce petit retard. Donc je vais aller droit au but. Cette seconde visioconférence est pour nous aussi l'occasion de lancer une formation nationale, une formation magistère nationale qui s'intitule Le changement climatique, comprendre pour agir. Et Valérie Masson-Delmotte, qui vient qu'on vient d'entendre l'heure passée, a largement commencé à évoquer cette question-là et cette thématique. Mais l'heure qui vient sera consacrée aux négociations internationales et en particulier donc au COP. Et donc, nous aurons l'occasion de revenir sur la question de la simulation de COP, qui sera l'un des enjeux de la formation de ce magistère. Mais donc, je donne la main quelques instants à Franck Thor pour nous parler d'ITEM, qui donc est l'Institut méditerranéen de la transition environnementale, et qui donc est le directeur adjoint à la formation. Et donc, je laisse la parole à Franck Thor pour nous en dire un petit peu plus sur ITEM. Oui, merci Jean, merci. Donc oui, juste pour présenter, je ne serai pas très long, hein, un peu dans quel cadre a été monté ce programme d'enseignement pour la semaine. Donc avant toute chose, c'est une initiative à l'échelle de l'établissement qui s'appelle donc Aix-Marseille Université, qui est la grande université qui est sur le périmètre d'Aix-Marseille, donc, et une communauté d'enseignants et de chercheurs qui sont effectivement sensibilisés puisqu'ils ont dans leur thématique de recherche les problèmes environnementaux. Donc, pour vous dire, ça peut être des écologues, des géologues, des naturalistes, tout un tas de disciplines, et évidemment associées à des approches, par exemple, sciences sociales et humaines, qui sont très importantes également. Donc, toute cette communauté est mobilisée. Alors, notre cœur de métier en tant que chercheur, c'est faire avancer la connaissance, la recherche fondamentale, mais de plus en plus, c'est aussi communiquer à la société des résultats à partir du moment où ceux-ci sont validés. Et donc, vu les enjeux que représente effectivement l'environnement, il est clair que la société est en demande de nos actions, est en demande de nos résultats. Donc c'est pour cette raison que effectivement le magistère a pris naissance. Euh, dans la version qui vous sera présentée cette semaine, euh, il y a plusieurs évolutions qui ont été faites par rapport au précédent programme. Et donc, on a le plaisir, au niveau d'Aix-Marseille Université, de vous proposer ce programme. Pourquoi c'est important pour nous? Bien, parce qu'en fait, le jeune public que vous constituez, il va être très important à l'avenir, notamment en termes de comportement individuel, notamment aussi en termes de citoyenneté, mais également parce que, effectivement, vous serez les citoyens de demain, les acteurs de demain, mais vous pouvez aussi vous engager, alors vous engager au niveau associatif, mais aussi vous engager au niveau de votre formation et de votre orientation vers des métiers destinés à étudier l'environnement. Il y a beaucoup de métiers, une grande diversité de métiers, et sans doute que ces métiers, on parle parfois des métiers verts, ces métiers verts sont amenés à se développer et donc sont un débouché intéressant pour vous, d'autant qu'ils seront, pour la plupart d'entre vous, et c'est le cas de la plupart des étudiants que nous avons, nous formons des étudiants en licence, en master, en doctorat, la plupart de ces étudiants sont vraiment, on va dire, investis. L'environnement, les enjeux environnementaux, ce n'est pas un domaine comme les autres. Hein, et ça conduit souvent à des métiers qui sont ce qu'on appelle parfois des métiers passion. Et donc c'est aussi une satisfaction de voir que des jeunes se mobilisent et se professionnalisent dans ces domaines-là. J'ai dit un fort débouché, n'en doutez pas, il y a un très fort débouché actuellement sur les métiers verts.
Et il y a même, je dirais, des métiers qu'on ne connaît pas encore et qui verront le jour. Donc, ce programme de cette semaine, profitez-en en plein et bon travail. Et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers les intervenants pour qu'ils donneront des réponses à vos questions éventuelles. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Franck. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Henri. Alors, je vais le présenter en trois mots, hein. Henri, j'espère que tu m'en voudras pas. Tu enseignes à Sciences Po Paris. Tu as mis en place des simulations de négociation sur l'environnement depuis une petite dizaine d'années. Et tu t'es spécialisé dans la politique du climat et de l'environnement. Je termine en disant que tu es également formateur en prise de parole en public et que tu es intervenu à nombreuses reprises sur certaines radios sur les questions environnementales. Alors, avant de te laisser la parole, Henri, j'ai une petite surprise pour l'auditoire et donc je vais lancer la petite surprise. Bonsoir, nous sommes le mardi 5 octobre 2030 et nous faisons face à un emballement du changement climatique sans précédent avec ces feux de forêt spectaculaires partout en France. Selon la directrice de l'Office national des forêts, de tels feux n'ont jamais été enregistrés et gérés en France. Nous irons sur le terrain dans un instant. Autre bouleversement lié au changement climatique, les scientifiques nous avaient prévenu que le niveau de la mer augmentait et menaçait les îles et les zones côtières. Aujourd'hui, c'est une réalité. L'île de Tuvalu vit ses dernières heures car elle est maintenant totalement submergée dans l'océan Pacifique. Les habitants sont tous en train d'être évacués. Nous rejoignons notre correspondante TF1 en Polynésie. Tuvalu fait partie des nombreux pays insulaires qui ont décidé de mener un procès contre les pays développés qu'ils jugent coupables de ce changement climatique et de la montée de l'océan. Aujourd'hui, la Cour de justice internationale à La Haye rend une décision inédite en donnant raison à cette coalition d'îles. Nous allons rejoindre nos envoyés spéciaux à La Haye. Comment nos chefs d'État répondent à cette urgence climatique? La présidente de la République française, le président des États-Unis et les premiers ministres de la Chine et de l'Inde ont tous annoncé le besoin d'organiser un sommet mondial exceptionnel pour la planète. Un sommet qui se tiendra en France en avril prochain. Nous souhaitons bonne chance à tous les négociateurs. Bonjour à toutes et à tous, et comme vous venez de l'entendre par la présentatrice de TF1, nous sommes en 2030 et la catastrophe climatique s'est emballée. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est maintenant ou jamais que nous devons répondre à cet emballement climatique, à ce problème du changement climatique, et nous sommes tous responsables et nous avons tous l'opportunité de ce faire. Alors, on prend un petit peu de recul. Nous sommes bien sûr pas en 2030 et ce rendez-vous en avril 2031, j'y reviendrai. Mais qu'est-ce qui est important dans cette réalisation sur les questions climatiques? Eh bien, il y a urgence, il y a urgence, il y a opportunité, mais il y a aussi risque. Et on a très très bien compris avec la présentation de Valérie Masson-Delmotte que nous avons un enjeu phénoménal de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de s'adapter au changement climatique. Vous avez vu dans cette présentation de ce journal télévisé, ces risques sont réels, ils sont déjà en cours. Ce qui se passe dans les îles, c'est déjà en cours. La moyenne de la surface de l'océan augmente. Il y a des feux de forêt incroyables dans plusieurs territoires du monde, notamment en Californie, là d'où je viens. Il y a de plus en plus de territoires qui sont considérés comme vulnérables aux conséquences du changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information? Oui, c'est anxiogène, mais ce ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer les choses et cela aujourd'hui. Alors, je remercie Jean Stranitch pour la présentation qui était extrêmement correcte. Jean, je te remercie parce que effectivement, c'était succinct, mais c'était l'essentiel. C'est un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. C'est un privilège de suivre Valérie Masson-Delmotte. On ne peut pas faire mieux en termes de scientifiques en France sur les questions climatiques pour nous exposer quels sont les enjeux sur le plan de la science, mais aussi sur le plan de l'économie, sur le plan des modes de vie,
sur le plan politique en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Alors, je m'appelle Henri Landès, je suis aujourd'hui enseignant à Sciences Po Paris et dans d'autres universités et écoles sur les questions climatiques. Je mets en place beaucoup de simulations de négociations sur le climat, un jeu de rôle où on donne les clés à des personnes comme vous pour négocier sur le climat dans une situation fictive, donc pour jouer des rôles, mais pour prendre conscience des difficultés de négociation sur le climat. Et je suis très passionné par comment est-ce que nous adaptons aussi nos modes de vie. Aujourd'hui, je vis de manière très différente qu'hier. Et je suis une preuve que des personnes qui sont à la base très mauvais en empreinte carbone peuvent demain devenir très très bons. Hier, j'étais joueur de tennis professionnel, je voyageais partout sur la planète avec mon sac de tennis. J'étais un Américain qui consommait de la nourriture extrêmement, on va dire, carbonée, pas toujours de la meilleure façon en termes de quantité aussi. J'ai grandi aux États-Unis où les Américains consomment 8 fois plus d'énergie qu'un Africain en moyenne. Aujourd'hui, je vis sur une ferme et je vis sur une ferme qui va vers l'autonomie alimentaire. Je dirige une association qui a aussi la vocation de sensibiliser des personnes à vivre autrement, de manière non contraignante, de les encourager, de les inspirer à faire de même. Cette association s'appelle Landestini et un de nos projets est de faire de la pédagogie innovante sur les questions climatiques. Je suis vraiment plus un politologue si je devais me donner une discipline. Je suis spécialiste des questions de politique publique, de négociation, de comment est-ce qu'on prend des décisions pour faire évoluer l'économie. Je me passionne pour l'économie, mais je ne suis pas un économiste. Par contre, les questions que vous avez posées à Valérie Masson-Delmotte, auxquelles elle a très bien répondu, sur comment l'économie doit évoluer, eh bien, je serais ravi de discuter de cela avec vous aujourd'hui aussi. Alors, qu'est-ce que je vais voir avec vous? Le dernier sommet mondial pour sauver la planète, c'est en fin de cette présentation et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, grâce à cette présentatrice TF1 notamment. On va discuter de pourquoi la simulation de négociation est intéressant sur le plan pédagogique, mais aussi d'engagement sur les questions climat. J'irai un peu vite sur cela parce que je veux concentrer le gros de mon propos sur l'histoire des négociations sur le climat en deuxième partie. Et à la fin, nous allons nous remettre dans la peau de négociateurs. Vous n'allez pas tous participer à cette formation et à cette simulation de négociation, mais nous avons aussi la volonté de vous sensibiliser à cet outil et pourquoi pas vous encourager à participer à une simulation de négociation ou au moins de devenir engagé, comme vient de le dire M. Thor. Je suis entièrement d'accord avec lui sur l'avenir professionnel qui est très prospère pour les personnes dans le métier vert, dans le développement durable. Alors, sur cette première partie, la simulation de négociation, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est une simulation de jeu de rôle. C'est une expérience pédagogique qui est collective. On ne peut pas faire une simulation de négociation tout seul. On le fait à plusieurs, que ce soit à 5 ou à 300. J'ai mis en place des simulations de négociation avec 12 élèves comme avec 400. C'est un sujet qui est particulièrement complexe qui est traité. Et nous savons maintenant très très bien que le climat, c'est quelque chose de très complexe. Ça veut dire travailler sur l'économie, ça veut dire travailler sur l'écologie en tant que science, c'est-à-dire les écosystèmes, la biodiversité, l'interaction avec l'atmosphère, le climat, tout ça, c'est l'écologie en tant que science. Ça veut dire travailler sur comment est-ce qu'on prend des décisions dans un gouvernement, mais aussi un gouvernement local, un gouvernement national. Comment est-ce qu'on fait à l'échelle internationale? Tout cela fait qu'il y a plein de disciplines, il y a plein d'échelles, que ce soit le local ou l'international, et il y a plein de sujets qui viennent interférer dans cette question climat, que ce soit les énergies fossiles, que ce soit les arbres, que ce soit l'océan, plein de sujets différents, ça rend très complexe toute cette affaire. En plus, vous savez que des entreprises, des associations, des responsables politiques et des personnes comme vous et moi, on a tous des intérêts à défendre, on a tous notre quotidien, on a tous besoin de joindre les deux bouts ou de prendre des décisions qui sont aussi pour notre propre bien-être, au moins à court terme et à long terme. Et cela rend très difficile une négociation. Et c'était le cas avec le climat. On va y revenir, vous allez voir comment ça a été si difficile de négocier sur le climat. Enfin, on a dans ce jeu de rôle un scénario qui est précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on peut faire une simulation sur n'importe quoi. On peut faire une simulation de négociation sur comment est-ce qu'on traite un barrage hydroélectrique. Est-ce qu'il faut avoir des OGM dans notre alimentation? Est-ce qu'il faut
que les smartphones se développent plus. On peut négocier sur tout ça. Et là, aujourd'hui, je vais vous demander de réfléchir à qu'est-ce qui se passe si nous, on simule la négociation d'un sommet mondial sur le climat en 2030. Pourquoi en 2030? Parce que c'est dans 10 ans, et comme Valérie Masson-Delmotte l'a dit, dans 10 ans, on va avoir des conséquences du changement climatique encore plus difficiles à gérer qu'aujourd'hui si on ne fait rien. Donc c'est pour cela qu'on vous demande de réfléchir à ce scénario. J'attends que le slide se change une fois après avoir appuyé sur le bouton. Oui, c'est bon. La simulation de négociation, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça permet de vivre, comprendre ces sujets de manière différente. Ça veut dire que parce que j'incarne un rôle, je vais devoir confronter d'autres personnes dans une négociation, dans la recherche de compromis. Je vais devoir porter un masque et imaginer que je suis quelqu'un d'autre. Moi, Henri, peut-être que je vais devoir incarner le président de Tuvalu, justement. Peut-être que je vais représenter le PDG d'une entreprise dans l'énergie fossile. Peut-être que je serai porte-parole de Greenpeace. Je vais incarner un rôle différent. Je ne pourrai pas m'exprimer de la même façon et je vais devoir ressentir de l'empathie pour d'autres acteurs. On appelle les acteurs, c'est-à-dire les parties prenantes, les associations, les entreprises, les gouvernements, les associations de consommateurs, etc. Donc, on apprend depuis un rôle, ça veut dire changer un petit peu de perspective. Et on doit mobiliser des personnes sur un sujet qui est important. C'est ça qui est aussi intéressant dans la simulation de négociation. On choisit souvent des sujets qui sont primordiaux pour notre société, des enjeux sociétaux qui ne doivent pas être oubliés. Grâce à la simulation de négociation, on peut les traiter. Je vais continuer, mais surtout n'hésitez pas dans vos questions à revenir sur ces slides où je vais un peu rapidement, parce que je veux surtout aborder les questions de l'histoire des négociations sur le climat aujourd'hui. Dans cette troisième slide, on parle de pourquoi la simulation de négociation fonctionne si bien pour les sujets liés à l'environnement. Vous l'avez peut-être compris que quand on met des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, si on habite en Chine, eh bien, on va quand même réchauffer le climat si on habite aux États-Unis ou au Pérou, au Brésil, à Tuvalu. Il n'y a pas de frontières pour le changement climatique. Et d'ailleurs, pour la plupart des pollutions, il n'y a pas beaucoup de frontières. La pollution et l'environnement se disent ou se moquent des frontières politiques et administratives. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de besoins de coopération entre différentes frontières pour traiter la question du climat, pour traiter la question de la pollution de l'air, dans une moindre mesure, certes, mais pour la question de la pollution de l'eau, surtout si l'eau traverse plusieurs pays. Je vous ai donné ici la photo d'un barrage. Eh bien là, ce barrage-là, peut-être qu'il vient heurter un cours d'eau, une rivière ou un fleuve qui traverse plusieurs pays. Donc s'il y a un problème lié à ce barrage ou s'il y a un problème lié à cette rivière à cause d'une pollution ou d'une maladie ou une biodiversité autour, c'est-à-dire les plantes, les végétaux qui sont sur les bords de la rivière ou un peu plus loin dans les forêts, et ça concerne plusieurs pays, eh bien, il y a besoin de coopération et ainsi de négocier entre ces différents pays ou ces différents départements, ces différentes régions, etc. Il y a ainsi une complexité à traiter les questions environnementales. Et pourquoi est-ce que la simulation de négociation, c'est très intéressant? Eh bien, imaginons que nous devons négocier pour ce barrage, pour dire il faut l'enlever ou il faut le garder. Par exemple, si on dit que le barrage, ça produit de l'électricité, ça s'appelle de l'hydroélectricité, c'est très bien, mais il empêche les saumons de traverser. Eh bien, là, il faut prendre une décision sur le barrage. Est-ce que les personnes qui incarnent les associations et les entreprises qui sont impliqués dans cette affaire se comprennent mieux grâce à la négociation? Sûrement. Et le fait de simuler cette négociation, eh ben, on comprend mieux les positions de chaque partie prenante. Et donc, en gros, on traduit, on rend beaucoup plus compréhensible la difficulté de négociation et de prendre des décisions sur l'environnement grâce à la simulation de négociation parce que nous-mêmes, on incarne ces différents intérêts, ces différentes positions. Et c'est pour ça que je suis passionné par ces simulations de négociation comme un moyen de se dire, eh bien, en effet, c'est très difficile de négocier sur les questions climat. Et c'est peut-être pour ça que ça a été si lent de prendre des bonnes décisions sur le climat. Valérie Masson-Delmotte a mentionné l'accord de Paris. L'accord de Paris a été négocié en 2015. Quand est-ce qu'on a commencé les négociations sur le climat? 1992. Et l'accord de Paris
c'est le premier accord qui dit qu'il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre de façon à ce que nous ne dépassions pas 2 degrés de réchauffement de la planète. Or, cela faisait de bien plus d'une décennie, presque 25 ans, que les scientifiques disaient il y a urgence. Eh bien, c'était lent. Et c'était lent pour plein de raisons, dont celle que j'ai évoquée, la difficulté de négocier et de comprendre la position de l'autre et surtout de trouver les compromis. Je continue. La simulation de négociation, ça permet d'identifier plein d'acteurs impliqués, de comprendre le positionnement, comme je viens de le dire, de trouver ce compromis et ce consensus. Le consensus, un mot extrêmement important, c'est le fait que quand on arrive à un accord, il n'y a personne qui s'oppose. Eh bien, c'est très difficile sur les questions climat. Trouver le consensus, ce n'est pas on vote et la majorité des 2 tiers disent je suis pour, sauver le climat. Non, 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 c'est plus difficile. C'est personne doit opposer l'accord précis sur lequel il négocie. Je vous ai donné dans ce slide quelques exemples de simulations de négociation qui ont été mis en œuvre dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur en France. Je ne vais pas détailler ces exemples. Ils sont là pour vous, pour regarder si vous voulez lire plus. Il y a des vidéos, il y a des articles. Mais en tout cas, je suis la preuve que les simulations de négociation sont quelque chose qui donne envie d'agir et d'étudier les questions climat, parce que moi-même, j'ai participé en tant qu'étudiant, quand j'étais un peu plus jeune, à 22-23 ans, j'ai participé à une simulation de négociation sur le climat. Et suite à cette simulation de négociation, j'ai dû incarner d'ailleurs le rôle de la présidence de la négociation. Je jouais le rôle de la France. J'ai réalisé à quel point c'était grave ce qui se passait et à quel point c'était difficile d'agir collectivement. Et donc, depuis, j'ai consacré ma vie professionnelle et même mes modes de vie à essayer d'être le plus éco-responsable possible et d'étudier la question du climat. Et j'espère, de manière très humble, que cette présentation et celle de Valérie Masson-Delmotte vous donneront envie de vous engager d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans sur les négociations sur le climat? C'est quoi cette difficulté sur les négociations climat? On va en parler maintenant. On commence en 1992. En 1992, il y a un premier sommet de la Terre qui réunit des chefs d'État du monde entier. Des chefs d'État du monde entier qui se réunissent au Brésil, à Rio, pour dire ça suffit, la dégradation de l'environnement. Il faut absolument que nous agissions sur les questions climat, sur les questions de biodiversité, des plantes, des animaux, des écosystèmes, et sur les questions de la déforestation. Et c'est pour ça qu'ils ont négocié et ils ont adopté à ce moment 3 conventions que vous voyez là. Une convention cadre sur les Nations Unies, enfin des Nations Unies, excusez-moi, sur les changements climatiques. Donc c'est celle qu'on va aborder maintenant. Une convention sur la lutte contre la déforestation pour arrêter de couper des arbres et de dégrader les forêts. Et une convention sur la biodiversité, la convention sur la diversité biologique. Dans le cadre de ces conventions, il y a eu ensuite des négociations, soit toutes les 2 années, soit toutes les années. Et c'est maintenant qu'on va étudier qu'est-ce qui s'est passé sur le climat, donc sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, chaque année depuis 1992. Pourquoi est-ce que c'était si difficile? J'insiste là-dessus, mais aussi pourquoi ça a été, d'un autre point de vue, réussi qu'il y ait eu ces négociations sur le climat. Je tiens à juste dire un mot en termes d'analyse de ce qui s'est passé sur le sommet de Rio, en termes de positionnement des pays. Le président américain, qui était George H.W. Bush à ce moment, est arrivé en disant, et cette phrase est vue comme une phrase noire dans la politique climatique internationale, le mode de vie américain n'est pas négociable. Le mode de vie américain n'est pas négociable. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que oui, la nature se dégrade. D'accord, il faut agir. OK, faisons-le ensemble, mais ne me remettez pas en cause comment vivent les Américains, parce que cela nous appartient et c'est aussi quelque chose qui apporte du bonheur dans le reste du monde. Ce n'est pas la seule phrase et le seul positionnement qui était important lors de ce sommet. Mais en tant que franco-américain et en tant que quelqu'un qui étudie la question climatique à l'échelle internationale, il y a néanmoins pour moi une grande importance dans cette phrase et le positionnement qu'a exprimé les États-Unis à ce moment-là dans le contexte de comment se positionnaient tous les pays, et c'est maintenant qu'on va y revenir dans plus de détails. Parce que sur ce slide, vous voyez la COP 1
en 1995 et la COP 24 en 2018. Qu'est-ce que c'est que ces COP? C'est très simple. Ça ne veut pas dire quelque chose de bizarre. C'est un acronyme pour dire en anglais Conference of the Parties. Conférence des parties, CDP en français, mais on dit surtout COP parce que c'est la langue anglaise qui a dominé dans l'intégration de ça au niveau international. La COP, c'est les parties de la Convention cadre sur les Nations Unies des changements climatiques. Donc, c'est les parties de la Convention, c'est-à-dire les pays, les gouvernements réunis dans une conférence. C'est-à-dire que les COP sont quand les pays négocient sur le climat. Et il y en a eu plus de 24. Le dernier a été suspendu pour des raisons évidentes, mais il y a plus de 24 COP, ça veut dire 24 fois les négociateurs des pays se retrouvent pour négocier sur le climat. La première fois, c'était en 1995. Ce n'était pas une COP révolutionnaire dans le sens où il n'y a pas eu de grandes décisions, mais c'était la première, c'était important. Ils se sont réunis en Allemagne pour lancer les négociations suite à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée à Rio. Et donc, lors de cette première COP, ils ont lancé la dynamique pour négocier sur le climat. La COP 3, la troisième, je ne vais forcément pas vous détailler toutes les COP, c'est pour ça que je saute la COP 2. À Kyoto, au Japon, se négocie et réussit la première grande décision sur le climat, c'est-à-dire il y a eu adoption, il y a eu négociation et consensus sur le protocole de Kyoto. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du protocole de Kyoto. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le premier accord qui est contraignant. Ça veut dire vous devez le faire si vous le signez et si vous ratifiez. J'y reviendrai. C'est contraignant, ça veut dire que ça contraint les parties à faire quelque chose et c'était spécifiquement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que en signant et en adoptant le protocole de Kyoto, certains pays ont dit d'accord, je réduis mes émissions de gaz à effet de serre. Très important. C'était la première fois de l'histoire que des pays signent à l'échelle internationale, dans une arène des Nations Unies, donc internationale au niveau mondial, d'accord, je réduis mes émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il y a eu des limites à ce protocole de Kyoto. Il y a eu plusieurs limites et c'était pourquoi il y a eu un échec quand même total au niveau mondial de la lutte contre le changement climatique malgré ce protocole de Kyoto. Il y a eu trois limites principales. La première, c'est que seulement les pays industriels devaient réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les pays de l'ouest de l'Union européenne, la Fédération de Russie, l'Australie, le Japon, le Canada et les États-Unis. Ces pays-là ont été d'accord de dire OK, on réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Les autres pays, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, les pays les plus vulnérables, les pays les moins avancés, que ce soit en Asie du Sud-Est comme le Bangladesh ou les pays en Afrique tels que le Tchad, etc., ne devaient pas réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et d'une certaine manière, c'était compréhensible, c'était logique, c'était juste. Pourquoi? Parce que ces pays-là que je viens de mentionner n'avaient pas la même responsabilité historique dans le changement climatique. C'est-à-dire, et Valérie Masson-Delmotte l'a dit, ces pays-là n'avaient pas émis autant de gaz à effet de serre que les autres. Le Tchad, comparé aux États-Unis, avait quasiment pas pollué. L'Inde, en revanche, avait quand même beaucoup pollué, mais en émissions par habitant, c'est-à-dire en pollution par personne en Inde, il n'y avait pas du tout la même pollution que la pollution par personne aux États-Unis, par exemple, ou au Canada. De plus, ces pays-là étaient considérés comme des pays en voie de développement qui n'étaient pas, entre guillemets, riches et qui n'avaient pas nécessairement les moyens pour tout à fait changer leur économie, ni n'avaient pas encore accès à beaucoup d'énergie. En Inde, à ce moment-là, il y avait plus de 300 millions de personnes qui n'avaient pas accès à l'énergie. En Afrique, c'était 800 millions de personnes, ou un Africain sur 8, c'était beaucoup plus, excusez-moi. Il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas les mêmes modes de vie que les pays développés, et donc la communauté internationale a décidé qu'il fallait faire une séparation entre des pays qui étaient plus responsables historiquement et qui étaient des pays riches, et des pays qui n'étaient pas vraiment responsables historiquement sur le climat, le changement climatique, ou qui n'étaient pas vraiment développés de la même manière. Et ça, c'est important de le noter parce que c'est ce qui a aussi bloqué d'une certaine manière,
les négociations sur le climat pendant longtemps. C'est-à-dire, il y a eu d'un côté les pays développés et de l'autre les pays en voie de développement, et ce n'était pas nécessairement l'analyse la plus fine, la plus intelligente de comment la communauté internationale pouvait travailler ensemble. C'était la première limite du protocole de Kyoto, c'est que pas tout le monde devait réduire les émissions. Et comme on le sait que le changement climatique a lieu quand tous les pays, n'importe lesquels, mettent des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, si tout le monde ne fait pas partie de l'effort, eh ben, nous n'allons pas avoir un résultat et une efficacité de la mesure, une efficacité de l'instrument. Et donc, le protocole de Kyoto ne pouvait pas être une solution pérenne. Ça ne pouvait qu'être une solution temporaire en attendant de trouver mieux pour que tout le monde participe, c'est-à-dire que ce soit universel. La deuxième limite, c'était que le protocole de Kyoto, c'était facile de s'en retirer. Et oui, c'était facile de s'en retirer. Il y avait un article écrit dedans qui disait, pour se retirer du protocole de Kyoto, il suffit d'attendre 3 ans après sa mise en œuvre, sa mise en vigueur, et 1 an avant la fin de sa période. Globalement, ce n'était pas difficile de se retirer sans pénalité. Et la preuve, c'est que le Canada s'est retiré. En 2011, le Canada a dit, écoutez, on doit se retirer pour plusieurs raisons. Mon analyse, c'est que le Canada n'allait pas du tout tenir ses engagements. Et donc, s'est dit, au lieu de ne pas tenir nos engagements et d'être vu très mal à l'échelle internationale, eh bien, nous allons nous retirer de manière légale, sans pénalité, du protocole de Kyoto. Eh bien, c'était le cas. Troisième limite du protocole de Kyoto, et ça, ce n'est pas juste le problème du protocole de Kyoto, c'est le problème de beaucoup de traités internationaux. Les États-Unis font partie des pays, enfin ils ont été le seul, qui a tout de suite décidé de ne pas ratifier le protocole. Ils n'ont pas ratifié le traité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient à Kyoto, les États-Unis, ils ont signé, comme tout le monde. Tout le monde était content. Ça a fait la une des journaux, il y a eu des très très belles articles de presse, expressions par la presse sur le fait que c'était révolutionnaire. Nous avons trouvé une grosse partie du problème au changement climatique. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les responsables politiques sont arrivés au niveau national, c'est-à-dire au Parlement américain, dans le Congrès, avec le Sénat et la Chambre des représentants, ils ont dit précisément dans le Sénat, nous n'allons pas rater une contrainte et une coopération internationale. C'est trop important pour notre économie de continuer une contrainte et une coopération internationale. C'est trop important pour notre économie de continuer à avoir des activités qui peuvent être polluantes. Nous ne voulons pas se soumettre à la coopération internationale sur le climat. Et donc, en faisant cela, quand ils n'ont pas ratifié, c'est-à-dire quand ils n'ont pas adopté dans leur loi nationale et dans leur action juridique et politique nationale, ils ont dit à la communauté internationale, eh bien, vous vous débrouillez sans nous. Or, les États-Unis étaient le plus gros pollueur à l'époque. Ils étaient le pays qui émettait en volume le plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même difficile quand le pays qui est leader de l'économie mondiale, mais aussi le plus polluant, qui vient signer à Kyoto le protocole, revient dans son pays pour ratifier, c'est-à-dire mettre en œuvre l'accord, dit eh ben non, on ne va pas le faire. Le reste de la communauté internationale ainsi pouvait remettre en question la puissance de ce protocole de Kyoto. Voilà pour les limites de ce protocole et voilà pourquoi, quelques années plus tard, à Bali, ils ont décidé de lancer des négociations pour remplacer le protocole de Kyoto. Ils se sont dit, il faut qu'on trouve autre chose parce qu'il est trop lacunaire, il y a trop de problèmes dans ce protocole. Eh bien, on va se donner jusqu'en 2009, à Copenhague, sous la présidence du Danemark, la négociation qui va remplacer le protocole de Kyoto. C'est pour ça que ceux qui ont bien suivi l'histoire des négociations sur le climat savent que quand on est arrivé à Copenhague, il y avait une médiatisation et un emballement médiatique, une mobilisation des associations, une mobilisation des personnalités, une mobilisation de la publicité, et même quelques mobilisations d'entreprises pour dire il faut absolument réussir cette négociation. C'est primordial pour la survie de l'humanité et de notre planète. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Il y a eu malheureusement un échec du remplacement du protocole de Kyoto. Il n'y a pas eu d'accord international contraignant, universel et ambitieux sur le climat. Les 3 critères souvent qui reviennent sur le fait que, et d'ailleurs je rajouterai un 4e critère, juste, c'est-à-dire équitable, ces critères-là n'ont pas été trouvés dans l'accord qui a été signé. Il n'y a même pas eu d'accord, il y a juste eu une sorte de déclaration à la sortie de Copenhague qui disait nous souhaitons nous mobiliser en faveur de la lutte contre le changement climatique et il y avait mention des 2 degrés.
mais il n'y avait pas un accord contraignant qui disait il faut que les pays réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de tel pourcentage, il faut que les secteurs agricoles, énergétiques changent, que nos modes de vie changent, etc. Non, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait eu un grand échec politique à Copenhague. Pour certains qui analysent les négociations sur le climat, ils pensent que c'était justement une réussite parce que ça a montré à quel point il y avait cette mauvaise analyse de la communauté internationale avec pays développés et pays en voie de développement. Mais ça, c'est leur analyse avec du recul sur qu'est-ce qui était nécessaire pour changer la perspective. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu à Copenhague une confrontation beaucoup trop forte entre pays développés et pays en voie de développement, les deux qui se disaient qu'est-ce que vous faites pour nous aider, par exemple, pays en voie de développement, qu'est-ce que vous faites, pays riches, pour nous aider à nous développer de manière propre, parce que nous aussi, on a le droit de se développer et avoir accès à l'énergie, avoir accès à des richesses, avoir accès à des modes de vie que vous avez développés depuis 60, 80, 90 ans. Et les pays développés disaient, vous ne pouvez pas vous développer comme nous, parce que sinon, on va complètement griller la planète. Et donc, il y a eu cette confrontation historique entre les deux, et ils ne sont pas pu se mettre d'accord. Et cette confrontation, elle est d'autant plus incarnée par une sorte de dilemme de prisonnier et une confrontation entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez maintenant, les États-Unis étaient vus comme un pays avec une responsabilité historique qui devait réduire ses émissions, même s'ils n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. Et la Chine était dispensée de cela parce qu'elle était perçue comme un pays qui n'était pas encore suffisamment riche et développé pour qu'on considère que c'était nécessaire qu'ils réduisent leurs émissions et qu'ils changent leur économie. D'autant plus que la Chine était coupable, par de nombreuses personnes et de nombreux analystes, la Chine était coupable de ne pas être très transparente sur ce qu'elle voulait faire, sur ses statistiques sur le climat et l'énergie, etc. Et donc, les États-Unis ne savaient pas trop ce que voulait faire la Chine. C'est pour ça que j'ai dit dilemme de prisonnier, parce que pour ceux qui connaissent le dilemme de prisonnier, c'est un dilemme où on a deux acteurs, les deux sont confrontés à une décision, et l'un ne veut pas prendre de décision nécessairement sans savoir quelle est la décision de l'autre. C'est-à-dire, moi, États-Unis, je n'ai pas envie de faire un effort si je ne sais pas que la Chine va faire le même effort. La Chine se dit la même chose. Et donc, cette confrontation a aussi paralysé, d'une certaine manière, toute la négociation. Ce n'est pas juste les pays développés et les pays en voie de développement, c'est aussi une négociation entre la Chine et les États-Unis qui était si nécessaire de régler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Échec total. Les négociations sur le climat entrent dans une période très, très noire pendant quelques années. À Durban, en 2011, lors de la COP 17, ils se disent on va remettre les choses sur les rails, on va remettre une négociation sur les rails pour remplacer le protocole de Kyoto et on va se donner jusqu'en 2015. On va se donner jusqu'en 2015. On ne sait pas encore où sera cette négociation, mais on se donne 4 ans pour renégocier le protocole de Kyoto, etc. Entre-temps, à Doha, l'année d'après, ils ont dû prolonger le protocole de Kyoto parce qu'ils n'avaient rien d'autre pour le remplacer. Donc, ils ont prolongé jusqu'en 2020. C'est-à-dire que jusqu'en 2020, le protocole de Kyoto existait avec les pays qui avaient ratifié, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne, le Japon, la Russie et le Canada. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le Canada s'était retiré. En 2011, eh bien, il y a eu la crise de Fukushima et l'incident nucléaire au Japon. Donc, le Japon devait fermer plein de centrales nucléaires et se disait, ben mince, nous, on ne peut pas mettre beaucoup plus de renouvelables dans notre système énergétique. On ne peut pas investir dans plein de solaire et plein d'éoliens. On peut le faire, mais on a besoin d'électricité maintenant. Donc, on a besoin de nos centrales. Ben, ils ne pouvaient plus les ouvrir parce qu'ils avaient décidé de les fermer à cause de l'incident et de l'accident nucléaire. Donc, ils se sont dit, ben, il faut quand même qu'on garde un peu notre énergie fossile, un peu plus que prévu. Et donc, le Japon s'est pas engagé de nouveau dans le protocole de Kyoto à partir de 2012. La Russie aussi s'est pas réengagée en se disant, écoutez, sans les États-Unis, sans le Japon, sans plein de mobilisation politique à l'échelle internationale, nous non plus, on ne se met pas dedans. L'Australie s'est pas vraiment engagée non plus dans le dans le protocole de Kyoto. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il n'y avait plus que l'Union européenne qui était vraiment engagée dans le protocole de Kyoto jusqu'en 2020. Et voilà ce qui s'est passé entre 2012 et 2020. Revenons sur cette négociation qui s'apprête pour 2015. Voilà pourquoi 2015 et la COP 21 étaient si importants. C'est que là, ils se disent, enfin, il faut absolument qu'on remplace ce protocole de Kyoto. Bon sang, excusez-moi pour mon langage, il faut absolument que, enfin, nous écoutions la science. Nous avons écouté Valérie Masson-Delmotte nous exposer cette science de manière si claire, et bien elle était de plus en plus claire. Et c'est les conséquences du changement climatique étaient de plus en plus difficiles à gérer.
Si on n'arrivait pas à négocier la deuxième fois le remplacement du protocole de Kyoto et avoir quelque chose de universel, de contraignant et d'ambitieux, eh bien, nous allions vraiment avoir des problèmes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé d'approche. Ils se sont dit, au lieu de séparer la communauté internationale en deux, en pays développés et pays en voie de développement, et au lieu de dire, voilà, Japon, réduisez vos émissions de tel pourcentage, États-Unis, réduisez de tel pourcentage, Union européenne, baissez de ça, ils ont décidé, les négociateurs tous ensemble, les représentants des pays, hein, ils ont décidé de dire à tout le monde, voilà, vous faites quelque chose, tous. Tout le monde fait quelque chose. Tout le monde, excusez-moi, tout le monde réduit les émissions d'un certain pourcentage ou tout le monde essaye d'éviter des émissions de gaz à effet de serre d'un certain montant pour les pays qui étaient encore émergents et en voie de développement, par exemple le Tchad. Mais surtout, dites ce que vous faites. Vous devez dire ce que vous faites et tout le monde doit s'engager. Et ça, c'est la contrainte. Ça, c'est la contrainte sur laquelle on peut se mettre d'accord. C'est que nous soyons dans une optique de tout le monde fait ce qu'il veut et ce qu'il peut, mais tout le monde est transparent et tout le monde est régulier dans cette ambition. Et c'est ça la base de l'accord de Paris. C'est que tout le monde doit dire quelle est sa contribution à l'effort collectif et que collectivement, nous devons faire en sorte que notre réchauffement planétaire ne dépasse pas 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et c'est ça l'accord de Paris. C'est-à-dire que c'est un accord qui est contraignant d'une certaine manière dans la forme, c'est-à-dire tout le monde fait quelque chose, mais pas nécessairement dans le fond. Parce qu'on ne dit pas aux États-Unis, voilà, vous avez ce quota-là, vous avez ce quota-là, etc., etc. C'était juste, tout le monde doit coopérer. C'était quand même révolutionnaire parce qu'on a changé l'approche et l'analyse du système international. On s'est dit, tout le monde doit faire quelque chose, que vous soyez pauvre, riche, entre guillemets, que vous soyez dans une géographie très vulnérable aux conséquences du changement climatique ou pas. Nous devons tous faire quelque chose et nous devons le faire maintenant. Donc, c'était révolutionnaire. Il y a eu applaudissements, il y a eu grande réussite, tout le monde était content parce qu'on disait, enfin presque tout le monde, parce que le signal était, grâce à l'accord de Paris, à la COP 21, l'ère de l'énergie fossile, notre économie basée sur le fossile doit à un moment donné arriver à une fin. Et tout le monde a signé le même texte. Et tout le monde l'a d'ailleurs ratifié, même les États-Unis. Ils l'ont ratifié, Barack Obama, il a signé, je ne rentre pas dans les détails, mais il a signé un accord plutôt juste lui-même, il n'est pas passé par le Sénat, il a accepté officiellement le traité. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à la COP 22 en 2016? L'élection de Donald Trump. Vous voyez que je reviens souvent sur les États-Unis. Je n'ai pas envie de lui donner plus d'importance à ce pays dans les négociations sur le climat, mais malheureusement, il y en a eu une grande. En 2016, juste après, au milieu des négociations sur le climat, l'élection de Donald Trump arrive et plombe l'ambiance et plombe les négociations, même s'il n'y a pas que les États-Unis qui comptent, et j'insiste là-dessus. Le fait que Donald Trump arrive à la tête du pays ayant eu une campagne ouvertement climato-sceptique, où il disait que ce n'était pas du tout une réalité, que c'est la Chine qui a inventé le problème du changement climatique pour favoriser son économie face aux États-Unis et au reste du monde. C'était très difficile à accepter, une année seulement après l'accord de Paris. Et malheureusement, il y a depuis, que ce soit la COP 23 tenue par Fidji en 2017, la COP 24 en Pologne en 2018, et depuis ces négociations, il n'y a pas eu de grande annonce sur le climat qui favorise baisser les émissions de gaz à effet de serre suffisamment pour respecter l'accord de Paris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous vous souvenez que j'ai dit que tout le monde devait dire ce qu'il fait. Ça s'appelle des engagements, c'est des contributions. C'est-à-dire chaque pays a des contributions à l'effort collectif. Valérie Masson-Delmotte a dit que si tous les pays respectent leurs engagements, on arrive à une certaine température à la fin du siècle. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la somme des engagements fait que, aujourd'hui, nous serions toujours au-dessus de 2,7 et jusqu'à 3,5 degrés de plus. C'est-à-dire que même juste les engagements, s'ils sont respectés, ce n'est pas suffisamment ambitieux pour rester en dessous de 2 degrés. En revanche, il y a les engagements et les contributions qui sont dites, mais après, il y a l'action pour la mettre en place. Et on n'est même pas sûr que cette action sera mise en place, d'autant plus si on a des pays comme les États-Unis qui se retirent de nouveau du traité international. Et c'est ce qu'a fait Donald Trump. Et malheureusement, les États-Unis ne sont plus le seul pays depuis la COP 21 qui disent le changement climatique,
Je n'y crois pas complètement. Je ne suis pas complètement en phase avec la science. Et je vous donne un autre exemple. C'est Jair Bolsonaro au Brésil qui se positionne de cette manière-là. Malheureusement aussi, le Canada ne s'est pas montré extrêmement bon élève en ce qui concerne la construction d'oléoducs et l'usage de l'énergie fossile et l'exportation d'énergie fossile, notamment de pétrole, en Chine. Et donc, le Canada n'est pas vraiment vu comme aussi bon élève que juste avant la COP 21. L'Australie peine encore à avoir une vraie politique climat à l'échelle nationale. Ce qu'on voit cependant, c'est que la mobilisation de la société civile, que ce soit associations, citoyens, entreprises, et surtout la mobilisation de collectivités territoriales, c'est-à-dire des gouvernements locaux comme le gouvernement de la Californie, les régions en France, les régions au Mexique, les villes partout dans le monde, c'est elles qui se mobilisent beaucoup plus que l'échelle internationale. Et il y a plusieurs personnes qui se disent, eh bien, toutes ces COP, elles sont frustrantes, elles ont été inefficaces. On a eu des pas en avant et après 4 pas en arrière, eh bien, elles ont néanmoins servi une chose, c'est de maintenir l'attention à l'échelle internationale et jusqu'aux citoyens, au moins de manière régulière sur les questions climat. Et qu'il y a eu, grâce à ces négociations, toujours un point focus dessus chaque année. Ce qui a aussi créé de la frustration. Et les analystes très positifs sur cette frustration disent, eh ben, heureusement que les choses ont échoué au niveau international, ou plutôt, si il y a eu échec à l'échelle internationale, ça a eu au moins l'impact de vouloir mobiliser via la frustration et la colère les citoyens, quelques entreprises, les associations, etc. Cela ne veut pas dire que je suis favorable à ce qu'il y ait encore des échecs sur les négociations climat. Au contraire, on irait beaucoup plus vite, de mon point de vue, s'il y avait les deux, s'il y avait la négociation internationale qui réussissait beaucoup plus et cette mobilisation à toutes les échelles de la société civile et des gouvernements locaux en même temps. Je termine sur cette histoire des négociations sur le climat, sur ce point-là. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Je reviens à notre troisième partie qui est maintenant vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans? Vous n'êtes pas tous dans la formation et dans la simulation de négociation, mais je décris cette mission pour tout le monde, comme ça peut-être ça vous donne envie de participer ou de mettre en place une simulation de négociation dans votre établissement ou là où vous êtes, ou dans votre entreprise d'ailleurs, si vous étiez dans une entreprise. Ce n'est pas votre cas, mais ça peut se faire dans n'importe quelle organisation. Votre mission, c'est de représenter un pays, une entreprise, une association ou une organisation d'expertise comme celle de Valérie Masson-Delmotte, le GIEC, dans une négociation internationale sur le climat. Et je crée un scénario fictif pour vous faire imaginer à quel point c'est important aujourd'hui en nous plongeant dans l'avenir. Nous sommes en octobre 2030, on est le 5 octobre 2030 et pas 2020, et vous vivez des catastrophes climatiques sans précédent, comme l'a dit Marie-Aline Méligui, la présentatrice du TF1. Il y a un objectif d'enfin arriver à un accord international universel contraignant concret pour sauver le climat. Je dis entre parenthèses notre habitat. Vous l'avez compris, le climat, ce n'est pas le climat avec les humains à côté. Le climat, ça fait partie de l'habitat de l'humanité. Si l'habitat de l'humanité change, eh bien l'humanité ne se portera pas très bien. C'est pour ça qu'il s'agit de préserver notre habitat, notre maison. Effectivement, notre maison brûle, comme l'a dit Jacques Chirac. Cet accord sera écrit par vous sur la base d'un projet de texte de négociation qui vous sera transmis. Et là, je vous dis que dans le cadre de cette formation, on vous l'enverra d'ici janvier. On va vous donner une base de texte de négociation qui doit faire l'objet de l'accord de ce dernier sommet mondial, un sommet mondial exceptionnel pour préserver la planète, pour préserver le climat. Vous pouvez par contre, quand vous êtes dans une telle simulation de négociation, changer le texte comme vous voulez. Il peut prendre toutes les mesures que vous voulez. C'est à vous, c'est votre texte. Quel que soit ce qui est écrit dedans à la base, vous pouvez le modifier et négocier dessus. Mais là est toute la difficulté. Toute la difficulté, c'est de trouver des consensus sur comment on fait les articles et les engagements dans ce texte. Je continue. Comment est-ce qu'on prépare une telle négociation, une telle simulation? Eh bien, dans notre habitude de mettre en place ces simulations de négociation, vous avez tous un rôle. Vous jouez soit le rôle de la France, du Burkina Faso, de Total, de l'association Greenpeace, et vous recevez une fiche de rôle confidentielle, une fiche de rôle qui vous aide à vous positionner. Par exemple, dans le rôle de Greenpeace, il y aura indiqué, vous représentez une des associations les plus militantes pour préserver le climat et qui est la plus dénonciatrice des entreprises de l'énergie fossile. Vous allez vous battre contre les entreprises de l'énergie fossile en disant qu'elles
à elles seules peuvent vraiment avoir un grand impact et qu'elles doivent arrêter le, le forage et la commercialisation d'énergie fossile, dont le pétrole. Voilà ce qui aurait indiqué dans la fiche de rôle de Greenpeace. C'est un exemple. Dans la fiche de rôle, par exemple, des Maldives, il y aurait indiqué, vous représentez les Maldives, un pays qui est extrêmement vulnérable au changement climatique. Vous devez insister sur l'urgence pour vous de recevoir une aide à l'échelle internationale pour que tout le monde, tout le monde réduise les émissions de gaz à effet de serre et ralentisse la hausse du niveau de la mer, sinon vous allez disparaître. Et vous avez aussi besoin de vous développer de manière propre, c'est-à-dire avec des énergies renouvelables, avec un traitement durable des déchets, avec de l'agroécologie. Et pour cela, vous avez besoin d'assistance technique, vous avez besoin d'assistance financière, de l'aide financière. Et cela, selon vous, devrait venir des pays développés parce que c'est eux qui ont davantage de moyens. Et donc, vous réclamez lors de la négociation cela. Voilà un exemple de ce qui pourrait être dans une autre fiche de rôle. Et cette fiche de rôle, elle est importante. Elle vous donne aussi des sources pour vous préparer, pour aller lire, écouter, regarder des vidéos de négociateurs sur comment préparer, comment ils s'expriment, etc. Et donc, vous aurez plusieurs mois pour préparer ce sommet mondial sur le climat. Et j'espère que pour toutes celles et ceux qui ne participent pas à cette formation, que vous aurez envie, grâce à ces éléments, de nous contacter, d'organiser cela avec l'académie, pourquoi pas, pour mettre en place des simulations de négociation parce que c'est quelque chose de très pédagogique et de très formateur, de très mobilisateur, de fédérateur aussi. J'arrive sur le jour J. Quand vous allez négocier, eh bien, vous allez vivre ce que c'est d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Vous n'allez plus être un enseignant, un chercheur ou un élève. Vous allez être le négociateur pour la Bolivie, le négociateur ou le porte-parole du WWF ou encore le directeur développement durable de l'entreprise ExxonMobil et vous allez devoir vous défendre en disant mais non, 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 on ne veut pas, nous, ExxonMobil, juste produire de l'énergie fossile, on est aussi dans les énergies renouvelables, arrêtez de nous critiquer autant. Voilà le type de choses, si je vulgarise, si je schématise un peu, qu'on peut entendre dans ces différentes négociations. Et vous allez reconnaître la difficulté de cette négociation parce que pour l'instant, l'être humain n'a pas réussi sur le climat à négocier de manière fructueuse. Vous allez rechercher ce consensus pour un accord qui sauvera enfin la planète, qui évitera encore plus de catastrophes climatiques et environnementales. C'est une tâche très difficile, mais nous, que nous soyons dans une simulation de négociation en tant que fictif ou que nous soyons citoyens réels, je vous dis moi-même, j'ai participé à une telle simulation de négociation et c'est depuis que je suis devenu un citoyen beaucoup plus éco-responsable, ou au moins beaucoup plus dans la tentative d'être le plus éco-responsable possible, et je reste très humble face à cette difficulté, la simulation de négociation et la négociation de manière générale sur le climat et vivre en harmonie avec le climat et la nature au quotidien, c'est un très très beau défi. Et je suis ravi d'avoir partagé cet exposé avec vous aujourd'hui sur la question de la politique du climat. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. C'est la fin de cette présentation. Je vous dis bonne négociation pour celles et ceux qui participeront. Et surtout, n'hésitez pas à nous interpeller et maintenant aussi à poser des questions sur l'histoire des négociations sur le climat. Merci Henri pour cette intervention très précise concernant ces conférences organisées à l'échelle internationale. Alors une question, elle aussi très précise, mais comment réussir à faire négocier donc entre eux des États lorsque certains sont et s'affichent clairement comme justement climato-sceptiques ou climato-réalistes comme en ce moment c'est devenu la mode. Oui, c'est une très bonne question et c'est celle qui est la plus difficile parce que comment négocier avec les États-Unis à la tête desquels sont Donald Trump, avec le Brésil, avec Jair Bolsonaro, etc. Eh bien, la première chose, c'est se dire, ces négociateurs, dans la réalité, sont des professionnels et de la diplomatie, des questions climat, ils sont très techniques et donc il y a toujours quelques marges de manœuvre tout de même. Il faut distinguer la posture très médiatique de Donald Trump qui dit « je n'y crois pas au changement climatique » et la posture technique Allez, des deuxième. États-Unis dans les négociations. Allez, une autre question. Non, non, pardon, ne t'interromps pas.
Ah oui, Henri, à pardon, toi. excuse-moi. À Ah, toi, d'accord, pardon. d'accord. Oh, oui, oui, non, excusez-moi. Et la réalité, c'est que même si les États-Unis disent on ne va pas réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il y a quand même des mesures sur l'adaptation au changement climatique, sur des aides financières. Il y a quand même un peu d'investissement dans les énergies renouvelables qui continuent, etc. Et surtout, on cherche à travailler avec d'autres acteurs aux États-Unis, c'est-à-dire les grandes entreprises, les collectivités territoriales. La Californie est très engagée, justement, à l'échelle internationale. La Californie s'est dit, Donald Trump, c'est catastrophique ce qu'il fait, et bien nous, on va organiser notre propre sommet international sur le climat. Et ils l'ont fait. Il y a eu tout un mouvement d'ailleurs dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, de société civile qui dit on n'est pas d'accord avec la position nationale, nous on continue, on est pour l'accord de Paris et ils ont appelé ce mouvement We are still in. Nous sommes toujours dedans en parlant de l'accord de Paris. Donc il ne faut pas baisser les bras en se disant c'est impossible de négocier ou de faire quelque chose avec ce pays. En revanche, d'autant plus que Donald Trump, il est élu pour 4 ans. Et un des problèmes, mais aussi une des opportunités de la négociation sur le climat, c'est qu'il y a toujours des échéances électorales. Il y a toujours des élections. Et donc, qu'est-ce qui se fait en ce moment? Les gens croisent les doigts pour que ce soit Joe Biden qui passe aux États-Unis, qu'il y ait une politique climat possible ensuite après ces élections. Et donc, il y a toujours le travail de comprendre les élections et ce qui se passe. Enfin, eh bien, il faut essayer d'être convaincant. Il faut essayer d'être convaincant auprès des chefs d'État, même quand ils ne sont pas très convaincus. Par exemple, Vladimir Poutine, c'est quelqu'un avec qui on peut négocier, on peut l'influencer un peu, même si, par rapport à Donald Trump, hein, même s'il est plutôt climato-réaliste, voire un peu climato-sceptique aussi. La réalité, c'est que Vladimir Poutine parfois sort des choses telles que la Russie bénéficiera de toute façon de plus hautes températures, donc ça nous va très bien. Ce qui est une très très mauvaise analyse parce que ce qui va se passer en Russie sera très grave, comme dans tous les pays, si on dépasse 3-4 degrés. Donc voilà, il faut être convaincant et il faut aussi se dire, c'est ma conviction personnelle, je pense que nous réussirons une vraie négociation fructueuse sur le climat quand il y aura en même temps 4, 5, voire 6 chefs d'État des pays les plus puissants et économiquement mondiaux qui sont tous extrêmement engagés sur le climat en même temps. Il faut qu'ils soient là en même temps. Et c'est selon moi, dans le monde que nous sommes aujourd'hui, la seule façon pour qu'à court terme, ça marche. Alors, comme l'heure tourne, je vais néanmoins te poser deux dernières questions et je vais te les donner ensemble. Et elles portent précisément sur justement le procédé qui est lié à l'exercice de simulation. La première porte sur ce sur quoi on s'appuie justement pour réaliser ces simulations, parce qu'on comprend bien à t'entendre que ce travail de négociation suppose qu'on ait développé tout de même une certaine culture, une connaissance du sujet qui permettent d'alimenter justement les échanges. Alors ça, c'est le premier point. Donc, sur quoi s'appuyer? Quelles sont les sources? Y a-t-il des sources très fiables, etc. Et deuxième question, parce que il est clair qu'il y a une épreuve au bac maintenant qui s'appelle le grand oral et où il est question justement donc d'une prise de parole. Est-ce que l'exercice de simulation permet d'acquérir des compétences qui sont liées justement à la prise de parole? Merci. Concernant les sources, il y en a plein. Il faut tout d'abord consulter, si on représente une organisation, un pays, le site officiel et les documents officiels de cette organisation. Là, on a déjà une base très importante. Il faut absolument respecter les positions de cette organisation et de ce pays. Ça, c'est un élément fondamental, même si dans les simulations de négociation, et j'insiste là-dessus, on encourage aussi à l'innovation, à la créativité et à être peut-être en dehors des lignes d'une certaine manière, en dehors du cadre. Mais si je représente le Canada et je dois absolument regarder les positions expliquées en matière de diplomatie, donc sur le ministère des Affaires étrangères, le site du ministère des Affaires étrangères, en matière d'environnement, sur le site du ministère de l'Environnement, sur les questions climat, énergie, etc. Il faut regarder les documents officiels et comprendre quelle est la position. Ensuite, il y a les rapports précis qui nous aident à nous positionner sur les sujets, c'est-à-dire qu'il y a des rapports sur quel est l'état de le changement climatique et l'agriculture au Tchad. Si je représente le Tchad, eh bien, je vais aller regarder ça. Je vous donne un exemple.
le rapport de la Banque mondiale qui s'appelle Baissons la chaleur. Qu'est-ce que c'est un monde de plus 4 degrés pour l'Afrique? Il y a un rapport de la Banque mondiale qui parle de quel risque pour l'Afrique du changement climatique. Eh bien, si moi je représente le Tchad ou un pays africain, je vais aller lire ce rapport. Il y a toujours un résumé dans ces rapports des banques mondiales, du Fonds monétaire international, du programme des Nations Unies pour l'environnement, l'UNEP, ou des Nations Unies, que ce soit la FAO, l'Organisation mondiale de la santé. Toutes ces organisations-là font des rapports qui concernent souvent notre pays ou au moins notre région. Et là, il faut les regarder pour comprendre quels sont les arguments pour dire, eh bien, je m'appuie sur le fait que l'Afrique est très vulnérable. Nous allons avoir, par exemple, une baisse de notre production agricole à cause du climat, du changement climatique. Eh bien, regardez, il faut que vous nous aidiez sur les questions agricoles et alimentaires. Il y a aussi des articles de presse. Il faut absolument regarder les articles de presse parce qu'ils analysent, et toujours regarder plusieurs articles, plusieurs journaux parce qu'ils ont tous leurs lignes éditoriaux. Toujours regarder au moins 3 articles sur le même sujet, de presse différentes, très important. Et regarder comment on analyse, d'un point de vue médiatique, ce qui s'est décidé ou ce qui s'est passé à la négociation pour ce pays ou pour cette entreprise ou pour cette association. Toujours très important. Ensuite, il y a des blogs, il y a des experts qui mettent des analyses, des articles sur les réseaux sociaux. Je peux vous donner un exemple. Il y a un avocat français qui met beaucoup d'analyses sur ce qui se passe sur l'environnement et le climat, qui s'appelle Arnaud Gossement. Il a un blog qui est très technique sur le point juridique, mais aussi qui vulgarise beaucoup. Et bien ça, c'est utile si on veut se positionner, si on veut mieux comprendre les sujets. Et enfin, j'utilise aussi beaucoup de vidéos. Il faut regarder les vidéos de prise de position officielle et la parole de ces négociateurs. Vous allez tout le temps trouver des vidéos d'un directeur développement durable d'une entreprise ou d'un négociateur qui parle lors de ces COP. Vous allez les trouver, vous allez voir comment ils parlent et vous allez vous inspirer de leur langage, de leur formalisme, de comment ils s'expriment en dénonciation de certaines choses, etc. Ce qui me permet de venir sur la deuxième partie de la question, ou la deuxième question qui est la prise de parole. Effectivement, être négociateur, ça veut dire savoir communiquer. Savoir communiquer publiquement, mais savoir communiquer publiquement, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de mauvais et de bons orateurs nés et qui meurent mauvais ou bons orateurs. Il y a juste ceux qui se décident, moi je vais m'entraîner. Si je suis un peu inquiet de prendre la parole en public, c'est tout à fait normal. Je peux vous dire que moi-même, quand j'ai fait ma première simulation de négociation, j'avais la trouille. J'étais pétrifié de prendre la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, parce que je me suis un peu forcé, parce que j'ai juste essayé de m'exprimer à plusieurs reprises, j'ai décidé, en fait, je me débrouille. Et tout d'un coup, j'ai commencé à parler de plus en plus. Et maintenant, je fais beaucoup de discours, d'intervention sur les questions climat, alors qu'il y a une dizaine d'années, j'étais pas du tout confiant dans ma prise de parole en public. C'est pour dire que tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, dernière anecdote là-dessus, Jean Jaurès, qui est un grand responsable politique dans l'histoire de la France, a passé toute sa première année sur le banc de l'Assemblée nationale à rien dire. Pourquoi? Il était timide. Il voulait rien dire, il avait peur. Eh bien, aujourd'hui, Jean Jaurès est vu comme quelqu'un qui s'est beaucoup exprimé. Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi savoir communiquer de manière, on va dire, moins publique, mais dans les couloirs, savoir négocier, rechercher les compromis. Ça, c'est la technique de négociation. Et c'est clairement une deuxième compétence qu'on acquiert dans des simulations de négociation, parce qu'on est poussé à rechercher parfois ce qui est très difficile de même voir comme solution, de trouver des solutions qui ne sont pas les nôtres, d'être convaincu des solutions des autres alors qu'on ne les avait pas du tout anticipées, ou alors de se dire, voilà, j'ai une solution, quelle stratégie j'adopte pour l'adopter de manière collective. Dans l'accord final, eh bien, je vais aller voir X, Y, Z parce que je pense qu'ils vont être des alliés. Je vais surtout aller par X, Y, Z parce que je pense qu'ils vont être des alliés. Je vais surtout aller pas parler avec cette personne-là d'abord parce que cette personne représente la Chine et ils ne sont pas du tout un allié sur ce sujet. Donc, je vais aller les voir après ou je ne vais pas aller les voir du tout. Ça, c'est la stratégie de négociation qui est très liée à la prise de parole en public, mais plutôt à une prise de parole en termes de technique de négociation. Et on acquiert ça dans la simulation de négociation. C'est très favorable pour cela. Bien, écoute, merci Henri. En tout cas, on a eu la démonstration des compétences qui sont acquises au travers de l'exercice de simulation grâce à ton intervention. On te remercie infiniment. Je suis un hologramme que j'ai enregistré. On te remercie infiniment pour cette intervention très éclairante. On va donc terminer cette première demi-journée consacrée à la semaine du climat,
que nous poursuivrons demain à partir de 10h avec Jean-Baptiste Fressos qui nous parlera de l'Anthropocène. Voilà, donc merci à tous les participants. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à certains, les enregistrements seront disponibles une fois mis en forme sur une chaîne YouTube et nous enverrons à tous les participants donc inscrits le lien qui leur permettra d'accéder à cette chaîne et donc à visionner les échanges qui ont eu lieu cet après-midi. Voilà, donc merci encore à tous et puis on se retrouve demain à partir de 10h.